Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 1000? Rien. Si on cherche un événement majeur, l'an 1000 ne correspond pas à la date d'un événement considérable. On cherche l'événement. Qu'est-ce que ça nous évoque aujourd'hui? Rien. Ou peut-être une chose, les terreurs de l'an 1000. On aurait eu peur, en l'an 1000, du fait que c'était la 1000e année après la naissance de Christ. Dans le monde chrétien, on situe un événement par son millésime, c'est-à-dire par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la naissance du Christ. À prendre une date, c'est associer un millésime et un événement. 1000 est le millésime par excellence. Pourtant, le terme de millénium n'est pas utilisé avant le XIIe siècle. Et le siècle, d'ailleurs, ne désigne pas encore une période de 100 ans. Personne en l'an 1000 n'a donc conscience de vivre la dernière année du Xe siècle. Et pourtant, ce nombre rond, 1000, fascine et terrifie. Pourquoi 1000 est un nom magique? C'est le nom d'une attente, d'une inquiétude et d'une espérance. Pour le comprendre, pour aller aux origines de cette attente ou de cette inquiétude millénariste de ce qui se passera après 1000 ans, il faut se reporter quelque part en Grèce, à Patmos, exactement. Au 1er siècle après Jésus-Christ, là où Jean écrit l'Apocalypse. Que dit Saint Jean? Ou plutôt, que voit-il? Car l'Apocalypse est une vision. Celle de la fin des temps et du retour de Satan, qui était emprisonné depuis l'incarnation du Christ. Puis je vis un ange descendre du ciel, écrit Jean. Il avait en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon et l'antique serpent et l'enchaîna, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations, jusqu'à l'achèvement de 1000 années. Cette vision de Jean, ce sont les enluminures ibériques des commentaires sur l'Apocalypse d'un moine du 8e siècle, Beatus de Liébana, qui en donnent l'image la plus saisissante. Mais si on s'intéresse à la distribution chronologique de ces enluminures, on découvre une répartition qui va des années 960 aux années 1060. Comme si le millésime fatidique de l'an 1000 n'avait finalement pas eu d'importance particulière. Ce n'est pas comme ça, au Moyen-Âge, qu'on compte le temps. Le temps, au Moyen-Âge, pour la plupart de celles et ceux qui y vivent, est un temps cyclique, indéterminé, incertain. On sait vaguement l'âge qu'on a, on connaît assurément les saisons, on a quelques repères. Nous sommes à telle année du règne d'un tel ou de l'épiscopat d'un tel. Donc, à cette question « a-t-on eu peur en l'an 1000 de l'an 1000 ?» on peut répondre simplement non, parce que personne ne savait que c'était l'an 1000. Ceux qui savaient que c'était l'an 1000, c'étaient des chroniqueurs, des moines, c'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, des professionnels de l'ordre du temps. Donc, il n'y a sans doute que des intellectuels, on dirait aujourd'hui, qui ont pu avoir conscience que autour de ce que nous appelons l'an 1000, nous étions en l'an 1000. Mais s'ils étaient des intellectuels, ils savaient que justement les 1000 ans prophétisés par Saint Jean ne désignaient pas 1000 années au sens numérique. C'est saint Augustin qui, le premier, a mis en garde contre une lecture littérale de la Bible. Le problème est que prendre un texte à la lettre fixe le sens une fois pour toutes et donc le périme. Pour durer, un texte sacré doit être adapté, ajusté à l'ordre du temps.
Seule une lecture métaphorique autorise cette souplesse. En 431, l'Église a même condamné, lors d'un concile, toute interprétation littérale des 1000 ans annoncés par Jean. Lorsque, dans l'Apocalypse, on lit 1000 ans, il faut comprendre beaucoup d'années. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là. Elle tournerait vite court, il ne s'est rien passé en l'an 1000. Et cette date elle-même ne fait pas événement. Enfin, elle ne fait pas événement pour celles et ceux qui y vivaient. Mais elle fait événement pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un millénarisme rétrospectif. Alors on peut faire la généalogie savante de ces érudits qui ont pensé au XVIe siècle les terreurs de l'an 1000. Mais l'inventeur de la belle image, c'est un historien. C'est Michelet. C'était une croyance universelle au Moyen-Âge que le monde devait finir avec l'an 1000 de l'incarnation, écrit Michelet. Il fallait bien qu'il vînt autre chose, et l'on attendait. Le captif attendait dans le noir donjon. Le cerf attendait sur son sillon à l'ombre de l'odieuse tour. Le moine attendait dans les abstinences du cloître, dans les tumultes solitaires du cœur, au milieu des tentations et des chutes, des remords et des visions étranges, misérables jouets du diable qui folâtraient cruellement autour de lui. Mais cette vision d'un an 1000 suspendu dans l'attente repose sur une base documentaire qui est, en fait, très fragile. Cette question des sources, c'est évidemment celle qu'on doit poser à Michelet. Est-ce que Michelet a halluciné l'histoire en parlant de terreurs que personne n'a ressenties? Non. Comme à son habitude, il a lu. Il a lu de manière peut-être emportée, enthousiaste, excessive. Mais il a lu. Il a lu quelques-uns des chroniqueurs du XIe siècle, et il a lu surtout le premier d'entre eux, qui est Rodolphus Glaber, Raoul le Glabre, l'auteur, dans les années 1040, des Histoires. Les Histoires de Raoul Glaber sont une chronique universelle qui commence en 900 et s'achève au moment où il écrit au milieu du XIe siècle. À cette époque, il est devenu un intellectuel renommé. Il est moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-d'Auxerre, qui dépend de la grande abbaye de Cluny. C'est très important parce que les clunisiens, à ce moment-là, sont au fond les personnages les plus considérables de la chrétienté. Ce sont, disons, des aristocrates de la prière. Ils ne font que prier, et ils peuvent se permettre de prier parce qu'ils ne travaillent plus, et s'ils ne travaillent plus, c'est parce qu'ils font travailler les autres. Ce sont des grands seigneurs. Et il y a effectivement dans le personnage exubérant et fantasque de Raoul Glaber quelque chose de cela. C'est le moine de la jet-set, il connaît toute la nomenclatura féodale. Et c'est à partir de ce monde-là que Raoul Glaber compose son histoire. C'est le récit d'une âme tourmentée, qui est, au fond, on dirait aujourd'hui, hantée par ses propres démons. Il est obsédé par le diable. Il a peur, dès qu'il s'endort, de voir ressurgir dans les dédales du songe ce qui le hante. C'est ça un moine au XIe siècle. C'est quelqu'un qui a peur de pécher. Satan est partout. Il est dans les dédales des rêves, il est dans nos envies, dans nos désirs, dans nos angoisses. Et c'est au fond pour donner forme et sens à tout cela que Raoul Glaber écrit l'histoire. La 1000e année après la Passion du Seigneur, un vendredi 28e jour de la Lune, se produisit une éclipse qui fut vraiment terrible.
Le soleil prit la couleur du saphir et il portait à sa partie supérieure l'image de la lune à son premier quartier. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles comme des morts. Les choses semblaient toutes baignées dans une vapeur couleur de safran. Alors, une stupeur et une épouvante immense s'emparèrent du cœur des hommes. Est-ce à dire que l'invention des terreurs de l'an 1000 par Raoul Glaber ne décrirait que le paysage intérieur d'une âme tourmentée? Pas seulement. Il décrit aussi avec acuité un changement social. Le changement social qui est à l'œuvre précisément dans les paysages. Dans les paysages, dans l'occupation humaine de ce qui commence à être la société féodale. Transportons-nous par exemple dans le Rouergue, au sud-ouest du Massif central, à l'est de Rodez. Pays de plateaux calcaires de moyenne altitude, il est caractérisé par un habitat dispersé en hameaux que l'on appelle des masses, qui se regroupent parfois en bourgs et villages. Mais l'habitat peut aussi se fortifier autour de sites perchés, comme ici, dans la haute vallée de l'Aveyron, à Séverac-le-Château. La partie médiévale de la ville s'y resserre à flanc de montagne, à l'ombre d'une imposante forteresse. Les vestiges qu'on observe aujourd'hui sont ceux du donjon et de l'enceinte du XIVe siècle. Mais c'est au début du XIe siècle que les barons de Séverac construisirent ici un premier castrum. L'extension territoriale et politique de leur possession se donne à voir dans un document exceptionnel conservé aux archives départementales de l'Aveyron à Rodez. Une carte de la baronnie de Séverac dessinée sur plusieurs parchemins cousus ensemble à l'encre brune, rehaussée de quelques couleurs signalétiques. Vert pour les arbres et les toits, bleu pour les cours d'eau, rouge pour certains éléments d'architecture. Pour en parler, Juliette Dumazy-Rabineau, historienne de l'espace seigneurial. Cette carte a été faite en 1504 à l'occasion d'un long procès qui portait sur le nombre de feux ou de maisons que comportait la baronnie. Ce nombre de feux était important parce que ça permettait de calculer l'impôt que devait payer la baronnie au roi. C'est l'impôt du fouage que le roi donc prélevait sur chaque foyer de France. Et donc là, il importait de savoir combien de feux comportait cette baronnie parce que ça permettait de savoir combien elle devrait payer. On est 500 ans après l'an 1000, mais néanmoins, dans cette carte, on peut percevoir la trace encore très, très visible des changements qui ont pu s'opérer aux alentours de l'an 1000. Et notamment, ce qui est très frappant, alors c'est le donjon. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir à quel point la trame de l'habitat est héritée de cette période-là. Vous avez d'une part l'habitat castral, c'est-à-dire un village qui s'est formé autour d'un château. Il y a un habitat villageois qui s'est polarisé autour du château, du donjon seigneurial, qui permettait aux populations de bénéficier d'une protection, la protection du seigneur, et puis aussi d'être soumis au pouvoir du seigneur. Ce que l'on voit aussi, ce sont des villages ecclésiaux, comme on dit, c'est-à-dire qui sont regroupés autour d'une église, cette fois-ci. Alors les villageois se sont regroupés aussi pour des raisons de protection, parce qu'il y avait une règle au XIe siècle qui stipulait que dans un rayon de 30 pas autour de l'église, aucun homme armé ne puisse entrer. Et donc ça permettait d'avoir un lieu de sauvegarde, comme on disait, où les villageois seraient assurés de ne pas être attaqués par des chevaliers. Et puis on se mettait aussi à l'ombre de l'église. Il y a aussi une dimension spirituelle, bien sûr. Et vous en avez un très bel exemple avec la Panouse, qui est représentée sur la carte de 1504 comme un village circulaire, donc où l'on reconnaît la trace de ce rayon des 30 pas. Donc ça se met en place aux alentours de l'an 1000, ça peut être au XIe, au XIIe siècle, suivant les régions. Et puis il y a des débats d'ailleurs entre historiens à ce sujet. Mais le village que nous connaissons
il se met en place, il se manifeste en plus dans nos sources vraiment à cette époque-là. Et ça, c'est le reflet donc de changements politiques et sociaux et qui se manifestent dans le territoire et dans le paysage. Ce qui se donne à voir en 1504, dans la carte de la baronnie de Séverac-le-Château, c'est donc bien la société féodale. La société féodale, c'est-à-dire, au fond, une société qui est polarisée par ces nœuds de pouvoir que sont les églises et les châteaux, qui organisent la dépendance, qui structurent la production, qui hiérarchisent la domination sociale. La société féodale, c'est le nom du grand livre fondateur de l'historien Marc Bloch, en 1939-1940, qui décrivait ainsi ce qu'on appellerait le Moyen-Âge. Mais de quand dater l'émergence de cette société féodale? Marc Bloch imaginait 2 temps. D'abord, une première rupture à la fin du IXe siècle, marquée par les invasions normandes qui mettent fin à l'Empire carolingien. À ce moment-là, le temps des rois s'achève. Puis, une seconde rupture, au début du XIIe siècle, où la société se réorganise autour de relations nouvelles. Le servage, qui attache les paysans aux seigneurs, et les liens féodaux-vassaliques qui établissent une hiérarchie à l'intérieur de l'aristocratie. C'est cette chronologie traditionnelle que vient bousculer après-guerre un autre grand historien médiéviste, Georges Duby. Georges Duby fait sa thèse sur le Mâconnais, à partir d'une documentation qui est, pour l'essentiel, les chartes de l'abbaye de Cluny. Et elle révolutionne, je dirais, la chronologie telle qu'elle était proposée depuis Marc Bloch, de l'avènement d'une société féodale en 2 temps. De ces 2 temps, Georges Duby ne fait qu'un seul. C'est-à-dire qu'il resserre la chronologie, il rabat les 2 lèvres de cette chronologie pour les ramener à une seule, au milieu, en l'an 1000. C'est ça, au fond, le geste de Georges Duby, qui, tout comme Michelet, est un maître du tempo historique, c'est de ramener le rythme à un seul temps, le temps de l'an 1000. Très peu d'hommes, des solitudes, vers l'ouest, vers le nord, vers l'est, qui s'étendent, qui deviennent immenses, qui finissent par tout recouvrir. Des friches, des marécages, des fleuves vagabonds, et puis les landes, les taillis, les paccages, toutes les formes dégradées de la forêt que laissent derrière eux les feux de broussailles et les ensemencements furtifs des brûleurs de bois. Tel est l'Occident de l'an 1000, un monde sauvage. Un monde sauvage, un monde cerné par la faim obsédante, et d'autant plus que, à ce moment, la population recommence de croître et que ce monde vide est en réalité surpeuplé. Cette conception d'une rupture autour de l'an 1000, il la défend notamment dans cette série documentaire de 1978, Le temps des cathédrales. Mais l'idée d'une révolution féodale va être contestée par certains de ses collègues médiévistes qui envisagent plutôt une révélation féodale, c'est-à-dire l'irruption dans notre documentation de phénomènes sociaux plus lents et plus graduels. Le débat a été très virulent, violent même parfois, sur la mutation de l'an 1000. Et aujourd'hui, on est d'une certaine manière revenu à la chronologie de Marc Bloch en 2 temps, si bien qu'aujourd'hui, on croit moins dans la mutation de l'an 1000 que dans une articulation entre 2 Moyen-Âge, un premier Moyen-Âge avant le XIIe siècle, un deuxième Moyen-Âge après le XIIe siècle. Donc, avec la critique de
du modèle historiographique de la mutation de l'an 1000 qui avait été pensé par Georges Duby, et bien d'une certaine manière, l'an 1000, une seconde fois, fait long feu. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le christianisme semble y progresser. En 1000, l'Église de Pologne reconnaît l'autorité du pape Sylvestre II qui envoie une couronne à Étienne Ier, sacré cette même année roi de Hongrie. Chrétiens, les Danois le sont devenus dans les années 960 grâce à la conversion de leur roi Harald à la dent bleue, Harald Bluetooth, en version anglaise, dont l'œuvre unificatrice a inspiré une certaine technologie sans fil. Mais d'autres foi s'affirment aussi dans le monde. À la fin de juillet, Almanzor, vizir du calife omeyyade de Cordoue, bat les chrétiens espagnols à la bataille de Cervera. Et tandis que la Chine est réunifiée par les Song, les Mayas commencent à construire la pyramide de Chichén Itzá, qui devient le principal centre religieux du Yucatan. Mais qui, sinon nous, aujourd'hui, peut saisir de telles simultanéités? En l'an 1000, le monde n'existe pas encore, ou plutôt ne se connaît pas encore. Et la diversité de ces calendriers a pour résultat que les ans 1000 se promènent parmi les millénaires. Rapporté à l'ère chrétienne, l'an 1000 des bouddhistes se situe en 457, alors que l'empire Gupta s'étend encore sur l'Inde. Pour les musulmans en 1591, à l'époque de la chute de l'empire Songhai, et pour les juifs en moins 2760, au temps de la fondation de Tyr. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de l'an 1000 ? Nous savons que le monde a survécu à la prophétie des 1000 ans de l'Apocalypse. Mais nous savons aussi que le millénarisme a survécu à l'an 1000. Le millénarisme, c'est-à-dire l'attente, l'angoisse, mais aussi parfois l'espérance d'un monde nouveau, il ne se développe vraiment qu'après l'an 1000. Il se développe surtout, par exemple, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, au temps où la réforme de l'Église, de plus en plus puissante, amène des laïcs à vouloir revivre la vie apostolique, devoir vivre à l'imitation de Jésus-Christ. Et alors, on comprend que le millénarisme, justement, toujours verse vers l'hérésie, vers la contestation, vers la dissidence, parce que c'est une espérance, et que c'est une espérance qui est possiblement révolutionnaire. Au moment où l'on trace la carte de Séverac, le millénarisme désigne donc une espérance politique tout autant qu'une angoisse religieuse. Et cette attente ne concerne pas seulement la chrétienté. Du Maroc à l'Inde, en passant par l'Iran, le millénarisme islamique construit la figure de l'imam caché, le Mahdi, qui viendra instaurer un règne de paix avant le jugement dernier. Au XXe siècle encore, l'idéologie du progrès, ou celle de la révolution, ne sont peut-être que des formes désenchantées de l'espérance millénariste. Et aujourd'hui, le succès des thèmes apocalyptiques et survivalistes ne se dément pas, aussi bien au travers des productions hollywoodiennes que des cultures alternatives. Beaucoup d'entre nous se souviennent du fameux bug de l'an 2000, qui menaçait, paraît-il, de bloquer nos systèmes informatiques dont le calendrier interne aurait été incapable de passer le millénaire. À la même époque, on a vu renaître dans l'espace savant l'hypothèse pourtant discréditée des terreurs de l'an 1000. Que disent les millénaristes, comme ils s'appellent eux-mêmes? Les sources n'en parlent pas, mais le fait qu'il n'y ait pas de source est la preuve ultime qu'on les a fait disparaître. Et donc, ce raisonnement, il est terrible, parce que moins il y a de preuves, plus il y a de preuves. Moins on en parle, plus ça existe. Plus il y a un accord savant sur une question d'histoire,
plus c'est la preuve, en fait, que c'est une terrible machination, une conspiration pour étouffer la vérité. Ce raisonnement à l'envers, ce négationnisme à l'envers, on n'en parle pas, donc ça existe, ne vaudrait pas une minute de notre attention si on ne saisissait qu'elle était en fait aux sources de tous les complotismes.